Salut à tous et bienvenue sur le plateau de 13 Mag, le numéro 3 de 13 Mag. On va vous proposer bien sûr de nombreux sujets avec de nombreux invités. Nous allons surtout vous parler, vous le savez très bien, de la finale qui attend dès samedi prochain. Albi face à Carcassonne pour la finale du championnat d'élite 1. Ça va se jouer au Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne. Il y aura aussi un sujet à débattre, et celui-là, il est quand même très intéressant, avec l'idée de faut-il ou pas réinvestir le rugby à 13 dans les grandes villes. Nous allons vous proposer aussi deux sujets sur le pôle espoir de Carcassonne avec les futurs arrivants dès septembre prochain qui ont postulé, mais aussi un sujet sur le deuxième ligne capitaine d'Albi 13, Tristan Dupuis, que vous connaissez fort bien, que l'on retrouvera en finale, évidemment, face à Carcassonne 13. À côté de moi, en tant que fil rouge, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir Jean-Pierre Morata, le secrétaire général de la Fédération française de rugby à 13. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous. Avant d'aborder tous les sujets, Jean-Pierre, on va vous montrer le coup de cœur de ce mois-ci avec, il y a de cela 3 semaines, la finale de la Coupe de France de rugby à 13, la première Coupe de France de l'histoire pour les féminines qui opposait les DS catalanes à Bègle 13 avec une victoire des Sankéors 24-4. C'était à Brutus, regardez. La première de l'histoire, Jean-Pierre, ce n'est pas rien, c'était une volonté de la Fédération française de rugby à 13 de montrer que le rugby féminin était en pleine évolution. Quel est votre avis sur le sujet? C'est tout à la fois un sujet de satisfaction parce que c'est une grande première et on peut dire qu'elle a été réussie. C'est également un sujet d'espoir parce que ça nous démontre, si besoin était, les potentialités du rugby à 13 féminin qui constitue un axe de développement de la fédération et je crois que ça doit être salué et perpétué, continué. Et je pense qu'il faut accélérer le mouvement. Les conditions sont requises pour que l'on connaisse encore de belles satisfactions. Et à propos d'accélérer le mouvement, regardez, quand on voit ces images avec ces filles qui savent tout faire finalement. Tout à fait. Autant au ras du tenu qu'au large, elles savent faire circuler le ballon et marquer de très très beaux essais. On a assisté à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Comme quoi, avec un jeu au départ très poussif, quand le rugby à 13 s'est installé féminin en France, eh bien oui. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on s'aperçoit qu'il y a un réel potentiel. On mesure l'évolution, effectivement, et ça ouvre de perspectives à venir certaines. Voilà, avec une équipe de DDS catalane donc, qui a été performante toute la saison et qui, bien évidemment, se retrouve championne de France. Voilà les belles images que nous avons qui viennent de Gilbert Brutus, l'antre des Dragons catalans. Jean-Pierre, après les filles, on va parler des garçons. Nous allons y venir prochainement avec nos amis carcassonnais et albigeois. Il y a une finale samedi prochain, voire des finales à Narbonne, puisque des cadets jusqu'aux seniors en élite 1, on va vivre une journée tout simplement incroyable. Oui, je pense qu'on va vivre une très belle journée. C'est un des points forts, bien évidemment. C'est presque le point d'orgue de la saison. Ça procède des manifestations qui marquent le 90e anniversaire de la Fédération. Oui. Le prochain point d'orgue sera le 29 juin à Toulouse avec la double confrontation France-Angleterre, féminine et garçons. Mais je crois que pour en revenir au week-end prochain à la finale de Narbonne, si ce qu'on a vu lors des demi-finales se concrétise, nous aurons droit à une très belle finale et à une très belle fête. Alors on parle d'un futur proche et dans un futur plus lointain, qu'est-ce qui se profile? Je sais qu'il y a des chantiers qui sont en cours. Les chantiers qui sont en cours au niveau de la Fédération française de rugby à 13. Le chantier qui est en cours à court terme, si je puis dire, c'est de permettre le passage de l'élite 1 à 12 clubs. La saison prochaine, nous aurons, avec l'accession de Villefranche de Rouergue, à l'élite 1, 11 clubs. Et notre projet, bien évidemment, et je crois qu'il est parfaitement réalisable, il est souhaitable, et je pense relativement facilement réalisable, c'est de passer, lors de la saison 25-26, à 12 clubs. Un joli projet. C'est un joli projet et c'est peut-être l'amorce d'un projet encore plus vaste dont on pourra éventuellement parler. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, d'ici un bon mois, il y a les doubles crunch entre le 13 de France féminin face à leurs homologues anglaises et puis, évidemment, le 13 de France masculin face aux Anglais avec une équipe plus consistante que les années précédentes. Je pense.
plus consistante, je l'espère. Oui, on le souhaite aussi. Il est temps de redorer un peu le blason du 13 de France. C'est indispensable. Clairement, avec des joueurs, notamment des Dragons catalans, qui vont pouvoir intégrer le squad. Les Dragons catalans, et pour une très bonne part, également du Toulouse Olympique, vraisemblablement aussi. Et puis des joueurs qui évoluent en Super League, voire en Championship. Également des joueurs de haut niveau, des Français qui jouent à l'étranger. Et pourquoi pas des talents émergents aussi de l'élite 1. C'est le but aussi. Hein. C'est un problème de riches que vont rencontrer peut-être les membres du staff. Et tant mieux. Eh bien écoutez, c'est parfait. Nous allons justement parler de la finale à venir dès samedi prochain au Parc des Sports et de l'Amitié en élite 1 entre Carcassonne et Albi. Et sans plus attendre, on va recevoir nos invités de marque et non des moindres. Morgan Escarré, l'arrière de Carcassonne 13, international et ancien joueur des Dragons catalans, mais aussi le coach d'Albi, Joris Canton. J-6 avant ce grand rendez-vous narbonnais, la finale d'élite 1 donc entre Carcassonne et Albi 13. Et puis nous avons donc deux invités de choix, Joris Canton, l'entraîneur albigeois, mais également Morgan Escarré. Bonjour messieurs. Bonjour. Morgan Escarré de Carcassonne, rappelons-le. Alors, avant de parler de la finale, on va revenir un petit peu sur les demi qui se sont écoulés il y a pas longtemps, avec une victoire forcément d'Albi face à Limoux sur un score de 34-18. Joris, c'était compliqué parce qu'à la pause, vous étiez sur un score de parité 16-16, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, 16-16. On fait quand même une bonne première mi-temps, mais des erreurs techniques leur ont permis de revenir plusieurs fois dans le match. Donc on se retrouve à 16-16 à la mi-temps et on perd un joueur justement à ce moment-là. Ce qui augurait d'une seconde mi-temps peut-être un peu compliqué. Mais on a su trouver les ressources pour faire une belle seconde mi-temps et remporter le match. Alors justement, la force de caractère d'Albi, c'est le fait de se retrouver en infériorité numérique à 12-13 après l'expulsion de Itim Pedrero, ce qui démontre que vous avez des ressources mentales du côté d'Albi. C'est ça j'en ai jamais douté. On a une équipe qui porte des valeurs fièrement. Donc voilà, à la mi-temps, même en se retrouvant à 12, on savait qu'on allait cravacher les uns pour les autres et ça a payé. Morgan Escarré, pour vous, ça a été beaucoup plus cool, on dira, face à Pia, sur un score de 44-4. Vous aviez quelques doutes avant le match, parce qu'on connaît Pia, agressif, en kikinant un petit peu, avec des joueurs de qualité et d'expérience. Et finalement, vous avez laissé passer l'orage un peu, et puis après, tout s'est bien passé. Oui, on savait que ce match allait être dur, parce qu'on savait qu'il y avait quelques joueurs qui étaient en fin de carrière, c'était leur dernier match pour eux. Et on savait que Pia n'allait rien lâcher. Après, c'est vrai que le score est lourd, mais je pense qu'il y a eu un bon match. Ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Mais au début, on ne savait pas trop si on irait en finale ou pas. Pas très serein d'entrée de jeu, malgré le fait que vous étiez favori en étant premier au classement. Pia était 4e, vous avez battu 2 fois. Ça paraissait acquis, mais il faut toujours se méfier d'un outsider, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après une demi-finale, reste une demi-finale. Il n'y a pas de premier ou de seconde place. Ça reste une demi-finale, comme j'ai dit. Et sur un match, on peut ne pas être dans le match et vite tomber. Alors le point le plus particulier de ce rendez-vous, c'est que vous êtes rencontrés forcément à 2 reprises et 2 défaites côté carcassonnais pour exactement 17 victoires, mais 2 défaites face à Albi. C'est ça. C'est les seuls matchs qu'on a perdu la saison, c'est face à Albi. Aujourd'hui, on sait que voilà, on est peut-être premier au classement, mais voilà, c'est les 2 matchs qu'on a perdus. Et si ça fait quelques années qu'on est les favoris, je pense que c'est plus nous les favoris, et c'est l'équipe d'Albi qui est favori, parce qu'on sait que voilà, on a été battu 2 fois, que ce soit chez eux ou à la maison. C'est l'équipe qui nous a battus à la maison. Je crois que ça fait plusieurs années que Carcassonne n'avait pas perdu à la maison. Et voilà, Vous apprécierez le sourire en coin de Joris quand vous dites que Albi est favori. Alors sur le papier, à l'emballage final, à l'issue de la phase régulière, Carcassonne donc a terminé premier avec donc 17 victoires pour 2 défaites. Et puis derrière, dans son dos, dans son ombre, il y avait les Albigeois avec 16 succès pour seulement 3 revers. On peut dire que déjà la saison est déjà bien remplie du côté d'Albi. Oui, la saison est bien remplie. On a mal démarré avec cette première défaite à l'extérieur. Je pense qu'on était un petit peu encore resté sur la saison précédente, mais on s'est remis de suite au travail. Après, on connaît Carcassonne, on connaît ses forces, on connaît cette régularité. Sur les matchs, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'ils capitalisent de suite. Donc, favori, c'est sympa. Moi, j'inverserai un petit peu la tendance. Le reste, ils ont gagné en coupe. Ils ont, on va dire, presque roulé sur le championnat. Voilà, ça va être une grosse bataille, ça, il n'y a pas de souci. C'est de bonne guerre. Jean-Pierre Morata, votre regard sur cette finale entre Albi et Carca?
En tant qu'élu fédéral, la neutralité s'impose. Bon, vous n'êtes pas surpris qu'il se retrouve à ce niveau-là? Pas du tout surpris des positions des uns et des autres. Simplement, il faudra faire mentir l'adage « jamais 203 ». Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. On va faire toute hypothèse. Le match sera beau, seule la victoire est belle, vous la partagerez. Joris, quelles sont les forces principales, selon vous, de Carcassonne? C'est une équipe qui est très joueuse et qui sait exploiter les fautes de l'adversaire. Ils arrivent à tuer les matchs comme ça, à tuer les erreurs grâce aux erreurs de l'adversaire. Ils sont très réguliers dans ce qu'ils font. C'est une équipe, c'est une sorte de rouleau compresseur et quand ils se mettent en marche, c'est difficile de les arrêter. Donc on va essayer d'analyser au maximum tout ça pour faire une bonne performance en finale. Morgane, qu'est-ce que vous redoutez, à contrario, leur force de caractère justement, leur pugnacité, leurs joueurs étrangers, et leurs joueurs français bien sûr? C'est une équipe qui est devant, qui est très très solide et que c'est même sur la ligne arrière, c'est une équipe qui est en place et voilà, il va falloir vraiment. On sait que devant, ça court très dur. Et il va falloir contrôler devant pour qu'après, derrière, on puisse espérer passer. Mais je pense que ça va être un très gros pas de fer devant. Et ça passera par la discipline. Je pense que ce sera une finale qui passera, que ce soit que ce soit pour Albi ou pour Carcassonne, ça passera par la discipline. Mais ça sera un très très gros pas de fer. Est-ce que les Tigers seront au complet, Joris, sur ce match? Normalement, oui. Il reste encore une semaine, quelques jours d'entraînement et si tout se passe bien, on sera au complet, oui. Du côté de Carcassonne, Morgane? Ouais, donc aussi, normalement, oui. On a eu beaucoup de récupérations la semaine dernière, avec quand même quelques séances de physique, mais je pense que tout le monde est en forme et normalement, on serait aussi au complet, oui. Il y a des joueurs forcément à cibler, à maîtriser, à museler, à spotter, comme on dit dans le jargon. Dans les rangs carcassonnais, votre avis, Joris? Il y en a à droite déjà. C'est un feu follet chez eux. On sait qu'à chaque fois qu'ils touchent le ballon, ça peut être dangereux. Donc forcément, on aura un œil sur Morgane. Mais après, je dirais que toute l'équipe peut être dangereuse. C'est ce qui fait leur force, c'est que c'est quand même très homogène. Il n'y a pas de, il n'y a pas de point faible. Mais on va trouver des solutions. Avec Morgane, sans me poser la question, j'ai déjà peut-être sa réponse. Il y a peut-être un certain Tony Gigot, non, aussi Oui, c'est ça, j'aurais dit la même chose. C'est vrai que Tony amène beaucoup à l'équipe. On l'a vu, on l'a encore regardé la semaine dernière sur Limoux. Il fait marquer deux magnifiques jeux au pied, il marque, il le remet dans le match. Et c'est vrai que si on arrive à contrôler Tony, ça sera peut-être un peu plus facile. Mais bon, après, il n'y a pas que Tony, et c'est une équipe, et je sais que tout passera par Tony, mais que... Essentiellement. Essentiellement. Est-ce qu'on sent un enthousiasme particulier dans cette finale? Est-ce que dans les vestiaires, est-ce qu'on sent une émulation, des joueurs un peu plus crispés que d'habitude, ou c'est pas le cas? Non, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. La semaine qui est passée, c'est très bien déroulé. Pas de pression, on s'est très très bien entraîné. Là, c'est vrai que là, c'est la semaine 2 de la finale. Il y a toujours cette petite pression qui arrive petit à petit, mais je pense que il faut prendre les entraînements comme ils sont, s'entraîner proprement, et après, quand on arrivera dimanche, je pense que tout le monde aura la pression, bien sûr, parce que ça reste une finale, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, je pense que la pression sera des deux côtés. On ressent la sérénité du joueur professionnel, Jean-Pierre, Joris aussi. C'est un peu inquiétant, j'imagine, ça, de l'entendre aussi serein. Du côté d'Albi, justement, comment ça se passe? Depuis 1977, vous attendiez une finale nationale, ça y est, elle arrive. Cette fois-ci, il faudra peut-être oublier la finale perdue la saison dernière en finale de Coupe de France. C'est ça aussi, peut-être il faut l'effacer, il faut l'évacuer. Oui, ça c'est derrière. Ça, on a fait table rase là déjà de cette finale. On est passé vraiment à autre chose. La preuve en est l'évolution sur le championnat. Il y a une vraie effervescence à Albi, puisque ça fait 47 ans qu'ils attendent le retour en finale. C'est les 90 ans du club, donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. On voit autour que ça bouge pas mal, les supporters s'organisent pour
ce déplacement à Narbonne. Et pour les joueurs, c'est une récompense. Ça fait plusieurs années que certains travaillent dur. Ils ont connu des jours noirs, on va dire, à Albi. Et là, c'est une vraie récompense par rapport à leur travail. Et par rapport à tous ceux qui se sont agrémentés au groupe, c'est du plus. C'est une réussite. Un qui attend avec beaucoup d'impatience cette finale, c'est votre capitaine, c'est Tristan Dupuis, que nous avons rencontré à Albi précédemment, lors de l'entraînement, et puis au cours d'une soirée aussi dans son bar. Tristan Dupuis, vous le connaissez, j'imagine tous. 27 ans, 1m76, 88 kilos, un besogneux parmi les besogneux. Nous l'avons suivi. Regardez le reportage. À Mazikou, l'heure est à la concentration. Ultime entraînement pour les Tigers d'Albi, qui s'apprêtent à affronter les Canaries de Carcassonne en finale. Une affiche inédite qui n'intimide pas Tristan Dupuis, capitaine albigeois. Dans les vestiaires, on ressent une bonne énergie. On sent que les joueurs ont hâte de jouer ce match. Et c'est positif, c'est positif. À 27 ans, le deuxième ligne part à la conquête du titre pour sa ville, qui n'en a pas ramené depuis 47 ans. Tu sais qu'on va faire un cadeau. Et on n'a pas non plus à rougir, je pense. On a fait une belle saison, on sait qu'on mérite notre place ici. Et voilà, il nous reste, il n'y a plus qu'à maintenant, comme on dit. Donc je pense que sur une finale, c'est 50-50. Le rôle du capitaine sera déterminant. Il mérite son brassard de capitaine à 100%, il incarne les valeurs du club. C'est un mec voilà, irréprochable. Physiquement au top. Il fait partie des mecs qui ont les meilleurs stats sur presque chaque match. Très peu de fautes. Voilà, autant très polyvalent, autant bon en attaque qu'en défense. Depuis 2 ans, Albi joue les playoffs, une ascension méritée avec un gros travail d'équipe. On a un staff qui est très compétitif, donc pas de problème pour ça. Nous, on n'a qu'à, entre guillemets, on fait les soldats. On répète beaucoup, on travaille beaucoup les petits détails. C'est sur les détails que se jouent ces grands matchs-là. Donc après, on fait confiance à nos coachs, tous les gens qui gravitent autour, le prépa physique. Voilà, ils font un super boulot depuis le début de saison et sans eux, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est clair et net. Depuis 8 saisons, Tristan évolue à Albi après 2 années en Australie. Capitaine depuis 3 ans, il a tourné la page de l'échec de l'an dernier en finale de Coupe de France. Maintenant, il se focalise sur cette nouvelle étape pour remporter un titre majeur. C'est un leader dans l'âme, c'est quelqu'un qui déjà voit pas son intérêt personnel et toujours fait passer le collectif en premier et il se remet toujours en question. Et ça c'est une âme de leader de ne pas se reposer sur les lauriers comme on dit et toujours en permanence suite à une performance d'aller chercher toujours l'excellence. Après le sport, Tristan part travailler. Donc voilà, on est dans le vieil Albi ici. Et voilà, c'est pas loin du marché couvert, donc où j'ai le bar, le rooster, que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Il y a du monde un peu dans ce bar ou quoi? Salut, ça va? Je peux arriver tard après les entraînements, j'ai beaucoup de chance vraiment. Mais aussi, voilà, ça a été du travail en amont pour créer tout ça, ce que vous voyez ici, créer une clientèle aussi d'habitués. Et avec des horaires voilà, particuliers parce qu'on est vu comme un bar de nuit et que c'est du débit de boisson. Donc c'est 2h du matin, on finit à 2h du matin. Le Rooster est devenu le bar trésiste d'Albi et plus généralement des sportifs. Un repère pour tous les Tigers. Il a été très accueillant quand nous sommes arrivés en France. Il nous a beaucoup aidés, nous a fait sentir qu'on était les bienvenus et il est devenu un très bon ami. C'est un bon joueur. Et un super gars aussi. Dernier moment de détente pour ses joueurs afin d'évacuer la pression avant le rendez-vous à Narbonne. Joris Canton, c'est vrai, c'est tout ça, Tristan Dupuis. Voilà, très bien, très bon résumé par rapport à Tristan. C'est vraiment un joueur qui se donne corps et âme pour le club, qui représente énormément les valeurs de la ville. Voilà, toujours vrai, toujours droit, toujours faire avancer l'équipe et qui se livre à 100%. Et c'est pour ça qu'on l'aime. La culture de la gagne ancrée dans ses gènes. On se souvient de lui lors de la saison écoulée en finale de coupe contre Carcassonne. Il avait marqué un bel essai de deuxième ligne, lancé à l'intervalle à 200 à l'heure. On se souvient de ça. Vous, Morgan, forcément, vous le connaissez aussi. Vous l'avez pratiqué, vous l'avez joué. Ouais, ça fait 2 ans que je joue contre lui. C'est vrai que
voilà, ça fait 2 ans qu'il est capitaine et on voit quand tu joues contre lui qu'il passe toujours devant, qu'il parle à ses joueurs, qu'il les encourage. Et c'est vrai que on voit voilà, qu'il a le brassard de capitaine et qu'il amène son équipe toujours vers le devant. Joris, un capitaine par l'exemplarité sur le terrain, on a bien compris, mais aussi dans les vestiaires. Est-ce que par rapport aux jeunes joueurs, il leur donne des conseils, il les recadre quand c'est nécessaire? Est-ce que c'est ça aussi son rôle? C'est ça, oui, c'est tout à fait son rôle. C'est un joueur qui va toujours avoir un discours positif, qui va toujours essayer d'amener le meilleur des joueurs qui arrivent. Comme le disait Chase Bernard, il les a accompagnés, il les a très bien accueillis. Il fait pareil avec les jeunes qui sentent rassurés. Ça peut intimider parfois d'arriver en équipe première, mais avec un gars comme ça à côté, les jeunes se transcendent et puis sont à l'écoute. Par rapport à la finale, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a des bus qui ont déjà été réservés pour les supporters, par les supporters? À Carcassonne, Morgan, vous le savez? Non, pas forcément, mais je pense que oui. Je pense que le club est en train de préparer ça. Je sais que c'était pour la coupe, il y avait eu 4 bus, je crois. Du coup, je pense que ça sera la même chose. Après, c'est vrai que Carcassonne-Narbonne, c'est pas très loin. Du coup, il y a beaucoup de monde qui viendront en voiture. Mais oui, je pense que le club prépare tout ça, oui. En revanche, à Albi, je sais que ça s'organise pas mal. Hein. Oui, ça bouge beaucoup. Un train, carrément. Carrément. Mais il y a plusieurs bus, oui, qui ont été commandés avec un tarif spécial qui comprend l'entrée, un petit verre. Donc voilà, on cherche à déplacer du monde et avec de la convivialité et en regardant un bon match. Donc tout est fait pour qu'il y ait du monde. Jean-Pierre, on parlera tout à l'heure de l'éventualité du 13 dans les grandes villes. Ce sont des villes de taille moyenne, Carcassonne et Albi, avec une grosse culture de rugby à 13. C'est la finale idéale finalement pour être vue par tout le monde? Oui, à ce jour, en l'état actuel des choses, c'est la finale idéale. Hein, ça laisse augurer d'un développement prochain possible, mais en l'état, c'est une finale idéale, effectivement. L'objectif, en début de saison, c'était ça, c'était au moins une finale et au moins un titre? Forcément, le titre, on y pense. Ça faisait 2 ans qu'on finissait top 4. L'an dernier, on accroche juste la 3e. On aurait pu accrocher la 3e place, mais on finit 4e. Donc là, on voulait finir top 2. C'est pour recevoir une demi à la maison. Et après, le reste n'aurait été que du bonheur. Mais là, ça allait. Voilà. Morgan, coup d'œil dans le rétro. L'an dernier, finale du championnat face à Limoux. Vous étiez favori. Vous perdez. Est-ce que c'est encore dans les mémoires, ça? Oui, ça allait parce que l'année dernière, on était favori. Et c'est un peu pareil que cette année. On gagne 2 fois à Limoux, que ce soit chez eux ou à la maison. Et voilà, on les retrouve en finale de championnat. Je pense qu'on s'est vu trop beau. On s'est vu gagner avant d'avoir joué et je pense que tout le monde était déçu. Et c'est quelque chose qui nous est resté et on y pense encore. Alors c'est pour ça quand je dis que cette finale, on ne va pas la préparer comme on l'a préparée l'année dernière. C'est parce que voilà, on a été déçus et voilà, c'est pour ça que le titre de favori, on le veut plus trop. Mais voilà, oui, on y pense. Alors c'est Alan Walsh, le coach de Lézignan, le plus carcassonné des Lézignanais, qui m'avait confié. Il m'avait dit, je me rappelle très bien, il n'y a pas si longtemps que ça, Carcassonne est difficile à battre parce que ce sont des joueurs qui jouent ensemble depuis 3-4 ans, qui se connaissent par cœur et ils sont sacrément expérimentés. Joris, c'est aussi votre avis ou pas? Complètement, voilà, c'est ça. On sent qu'il y a des automatismes, ils se trouvent facilement. C'est une équipe joueuse et pour pouvoir jouer, il faut pouvoir se trouver, il faut qu'il y ait ces connexions et on le sent quand ils jouent. Ça peut aller très vite. Voilà, donc, oui, on voit qu'il y a une osmose dans cette équipe. Contrairement à certaines autres formations de l'élite 1, c'est un pack à peu près similaire avec une densité qui est à peu près la même, j'ai l'impression. Donc évidemment, ça passe toujours devant le rugby, mais là particulièrement, ça risque de piquer au radio tenu. Oui, forcément, il va y avoir une vraie guerre. En plus, c'est une finale, il y a un titre au bout, donc ça va vraiment être la guerre au milieu. Mais je pense que ça, faut pas tomber que là-dedans. Et je pense que ce ne sera pas le cas. Morgan, votre avis? Oui, je pense que Fressato dit, mais oui, c'est vrai que voilà, ça va être une vraie guerre au milieu. Mais après, il faut être intelligent et peut-être pas penser qu'aller au milieu et peut-être éviter le milieu. Et après, ça sera le coach qui décidera comment il veut qu'on travaille sur le match. Mais ouais, voilà,
On sait que ça va être la guerre au milieu, mais on verra bien. Allez, tout ça c'est de la théorie. La pratique, ce sera samedi prochain du côté de Narbonne. On va se régaler pour cette finale entre Carcassonne et Albi. Que le meilleur gagne, bien sûr. Et merci messieurs d'être venus jusqu'ici. Merci. Place désormais au talk du jour. Souvenez-vous, entre 1945 et 1970, le rugby à 13 en France était à son apogée. Bordeaux, Paris, Marseille, Lyon et d'autres grandes villes vibraient pour leurs équipes. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Certains ont disparu, d'autres continuent à évoluer dans le championnat national. Alors, que faut-il faire pour réinvestir les villes, pour réinvestir les clubs dans les grandes villes? Le débat reste ouvert. Et à mes côtés, pour ce débat, justement, Jean-Pierre Morata, bien sûr, Jason Baytiri, qu'on ne présente plus, parce que c'est nécessaire. Bonjour Alain. Joueur professionnel, ancien joueur des Dragons catalans, international français, néo-retraité, puisque vous jouiez jusqu'à présent à Pia, votre carrière se termine à 34 ans. Et Audrey Zitter, cadre technique national, ancien entraîneur de Montpellier 13. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, votre avis sur le sujet, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver le lustre d'antan dans les grandes villes françaises? Si j'avais une baguette magique, je vous donnerais la réponse d'une manière immédiate. En réalité, ce que je crois, c'est qu'il faut réfléchir à une stratégie. La réflexion a déjà commencé. Que faut-il faire pour se réimplanter dans les anciens bastions trésistes et dans les grandes métropoles? Bon, on peut espérer réveiller la flamme qui était vacillante dans certains bastions trésistes. Je pense par exemple à des villes comme Lyon, où il y a un réel potentiel, il y a un écosystème qui permettrait l'éclosion d'un nouveau club. Il y a d'autres grandes métropoles qui pourraient également voir renaître le 13. Mais la question qui se pose et que nous nous posons, c'est que faut-il privilégier? Soit viser les villes moyennes qui sont en demande d'offres sportives, ou bien s'obstiner à investir les grandes métropoles. Et là, la tâche est beaucoup plus ardue parce qu'il y a la concurrence des autres disciplines qui sont déjà bien implantées. Et c'est difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile d'espérer se faire rapidement une place. C'est le cas à Montpellier. Audrey, vous avez entraîné Montpellier 13 pendant 3 ans, de 2013 à 2016. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipe en senior. Est-ce qu'on verra un jour Montpellier en élite 2? Pourquoi pas en élite 1? Alors, ce serait intéressant et c'est possible en fait. Montpellier, c'est vraiment... on a d'autres exemples comme cette ville-là, avec des clubs qui sont montés en élite 1, qui sont redescendus, qui se sont arrêtés, des équipes seniors qui ne repartent pas. Montpellier peut peut-être repartir avec une équipe senior en septembre, puisqu'ils ont créé une équipe universitaire en partenariat avec le comité de l'Hérault, qui a participé au tournoi universitaire à Lyon jeudi dernier. Donc il y a des joueurs qui ont envie de revenir jouer au rugby à 13, donc pourquoi pas retrouver une équipe senior à Montpellier dès le mois de septembre. Jason Baytiri, joueur franco-australien, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé de l'autre côté de la planète avec des clubs qui ont émergé il y a de ça une vingtaine d'années. Évidemment Melbourne en 1998 qui est sorti de terre pour intégrer la NRL, les New Zealand Warriors aussi qui s'appelaient auparavant les Auckland Warriors, c'était en 1995. Comment ont-ils fait pour bien intégrer ce championnat-là? Avec quels moyens, avec quelle stratégie, avec quelle communication, avec qui à la tête de ces clubs-là? Alors, pour bien parler de ces deux clubs-là, ça commence avec la tête du club. Et là, en parlant de Melbourne, c'est avec Craig Bellamy et Frank Ponesi. Ça fait 20 ans qu'ils ont construit un club qui est autour de la cité de Melbourne, qui est dirigé par les deux hommes, où ils trouvent le recrutement de joueurs. Et il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans la cité avec le rugby à 13 et aussi avec le Auckland Warriors. Les deux, ce qui est la particularité pour les deux, c'est deux équipes. La cité leur appartient. Auckland, dans la Nouvelle-Zélande, où il y a énormément de joueurs et des infrastructures autour d'eux, ainsi que Melbourne aussi. Et ils ont des gens qui sont très forts en place depuis 20 ans. Et c'est là où on a vu les résultats sur le terrain comme en dehors du terrain. Alors la comparaison évidemment entre l'Australie et la France, c'est aux antipodes bien sûr, mais est-ce qu'on doit s'inspirer de ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des stratégies à envisager, pourquoi pas, pour relancer un peu le 13 dans les grandes villes françaises?
Quand on regarde un petit peu les grandes villes françaises, en fait, on a des clubs dans les grandes villes françaises. Il y a un club à Paris, il y a un club à Nantes, il y a un club à Bordeaux, il y a un club à Toulouse, il y a un club à Montpellier, il y a un club à Lyon. Donc les structures, elles existent. Après, ce ne sont pas des équipes qui sont dans le haut niveau français, donc c'est cette marche-là qui est un petit peu difficile. Et peut-être que la question aussi qui se pose, c'est la structuration de ces clubs. Parce que bien sûr, après avoir des stratégies financières et commerciales, ça va être l'argent qui va être le nerf de la guerre, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces clubs-là et avoir réellement un projet de structuration pour que ces clubs, petit à petit, en se structurant comme il faut sur la masse, on va dire, sur le développement, puissent peut-être accéder à l'élite 2 et retrouver l'élite 1 un jour. Jean-Pierre, il y a peut-être des chemins à explorer. On se souvient que dans les années 2000, il y avait les Girondins de Bordeaux qui étaient rattachés au club omnisport. Est-ce que l'idée d'intégrer un club omnisport dans des grandes villes peut être encore possible ou pas? Ça peut être une piste, effectivement. Il y a l'expérience des Girondins de Bordeaux qui malheureusement tournaient court, alors qu'il y avait des perspectives réelles et intéressantes de développement. C'est une des pistes à explorer, mais pour revenir sur ce que disait Jason à propos de l'Australie, bon, comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on élabore un projet, il faut le contextualiser, il faut tenir compte, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a un paramètre sociologique, il y a la culture du sport dans l'éducation, des facteurs qui ne sont pas du tout les mêmes. Il faut que nous dépassions les problématiques qui sont les nôtres et que nous structurions effectivement ce qui existe déjà. Bon, il faut faire entrer les clubs dans une logique d'entreprise. Mais là, c'est le problème. Il faut les hommes pour arriver à ça. Alors, une des plus grandes villes, on le sait, en élite 1, qui a réussi avant d'intégrer la Super League, c'est Perpignan. Oui. C'est le plus bel exemple à suivre, bien sûr. C'est compliqué, mais quand on voit les images qu'il y a derrière nous, avec cet engouement, cet enthousiasme et ce monde qui vient au stade, c'est quand même encourageant. Et on se dit que quand il y a du spectacle, les gens viennent, donc pourquoi pas. Alors, on m'a dit dernièrement, en plaisantant, bien sûr, il faudrait faire venir des Qatariens. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il y a des hommes idoines, des hommes qui ont assez d'argent à mettre sur la table pour, éventuellement, c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je raconte, mais est-ce que c'est une solution? Pourquoi pas? C'est une solution, ça peut être une solution. Concernant les Dragons catalans, il faut quand même souligner le rôle qui a été joué par Bernard Gouache. Oui. Les Catalans n'existeraient peut-être pas, et je crois qu'ils n'existeraient pas toujours en l'état actuel de ce qu'ils sont, sans Bernard Gouache. Oui, exactement. Voilà, c'est une très 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 belle réussite. Nous allons changer radicalement de braquet. On va partir du côté de Carcassonne, du pôle espoir de Carcassonne, puisque ces derniers jours a eu lieu le grand rassemblement annuel du lycée Paul Sabatier de Carcassonne pour 85 enfants nés en 2007, 2008 et 2009, tous désireux d'intégrer le pôle espoir dès le mois de septembre prochain. Parmi eux, le Catalan Romain Ingré, 15 ans, joueur des Minimes de Bao, que nous avons suivi toute la journée. Une journée particulière pour ce jeune joueur. Regardez plutôt, c'est un reportage signé Pascal Le Saunier. Dernier préparatif pour Romain. Deuxième ligne chez les Géco de Bao, il se prépare pour une journée décisive. Élève en 3e à Toulouse, il s'apprête à passer les qualifications pour intégrer le pôle espoir de Carcassonne. Un peu stressé, mais motivé quand même. Alors pourquoi stressé? Le stress de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Après 1 heure de route avec son père, arrivé au lycée Paul Sabatier, Romain retrouve ses 4 copains de Bao. Ils sont en tout 85 candidats non 6 filles à participer à cette journée de sélection pour seulement 15 postes. La concurrence s'annonce rude. On leur présente d'abord la formation où, en plus du cursus scolaire, ils pratiqueront 12 heures de sport chaque semaine. Un programme sur mesure où l'on forme les futurs trésistes de haut niveau. 20% deviennent des internationaux, 50% jouent en élite, 8% évoluent même en Super League. Le pôle espoir de Carcassonne est devenu un véritable tremplin pour le haut niveau, mais pas seulement. Le projet scolaire n'est pas du tout délaissé, il est même au même niveau que le projet sportif. Donc par exemple, pour vous expliquer moi mon quotidien à la semaine, je suis en relation quasiment quotidienne avec les enseignants soit au lycée Paul Sabatier, soit au lycée Charles Cros pour faire le suivi de tous les athlètes. D'ailleurs, 100% des élèves réussissent leurs examens. Étape importante de la journée, Romain passe son entretien avec Sébastien Raguin. Cet international scrute chaque candidat. Il détecte s'il a un esprit collectif, s'il est apte à vivre en groupe, à s'investir au sein d'une équipe. Un exercice toujours délicat. Depuis 10 ans que Florent Tost sélectionne les joueurs, il remarque un niveau sportif en constante progression chez les candidats
et chaque année réserve son lot de surprises. Surtout dans leurs projets professionnels. Voilà. Alors on a toujours l'athlète qui veut devenir entraîneur, celui qui veut devenir prof de PS, les choses classiques des filières de sport, mais on a aussi par exemple eu aujourd'hui un astrophysicien, un chirurgien, un vétérinaire donc spécialiste dans les oiseaux. Voilà, donc on a toutes les filières et c'est toujours très intéressant de voir voilà, des enfants en tout cas avec des projets professionnels très bien définis. Sur le terrain, après les exercices techniques, Romain joue sous le regard des examinateurs qui évaluent les atouts et le potentiel sportif des jeunes. L'entretien s'est bien passé, maintenant là ça allait, donc j'espère attendre les résultats en juin et j'espère être sélectionné. Il a vu que le niveau était assez élevé, on verra, écoutez, ça lui servira quoi qu'il en soit. Et puis maintenant, s'il n'est pas pris, c'est pas bien grave, il vivra la fin de saison avec plaisir. Et puis voilà, nous, on n'a aucune pression, on lui met aucune pression. S'amuser, avant tout. Le verdict va tomber le 3 juin, et si Romain est retenu, il intégrera la sélection dès la fin du mois d'août, où il partira en stage d'intégration à Font-Romeu, avant de rejoindre le lycée en internat. Audrey, quand on voit ce genre de joueur qui est ambitieux, comme tous les autres d'ailleurs, il y a 85 postulants exactement, quand on est cadre technique national, forcément ça fait plaisir de voir ça. Oui, ça fait plaisir de voir ça. Et j'ai eu la chance de faire partie du recrutement du pôle de Toulouse aussi, qui s'est déroulé la semaine dernière, où il y avait un niveau très intéressant et on a pu voir des jeunes qui ont envie de s'engager dans un projet de haut niveau, voire un projet professionnel. Et donc le débat, il est encore plus intéressant parce que qu'est-ce qu'on leur propose en fait à ces jeunes quand ils vont au bout de leur projet, mais comment ils franchissent le pas vers le professionnalisme. Et c'est vraiment la question qui se pose en France aujourd'hui. Revenons sur le sujet un petit peu, si vous voulez bien, sur le 13 dans les grandes villes. On a évoqué donc toutes ces grandes villes dernièrement, du moins dans les années 50, qui étaient vraiment au-dessus du lot, qui avaient aussi beaucoup plus d'ampleur que le rugby à 15. Mais ça existe encore dans les grandes villes. On a notamment Toulon, Nice et Lyon qui jouent en national. Ça, on le sait, mais il y a aussi Nantes 13, les Vikings. Et nous avons au bout du fil Jimmy Leduc, le président, joueur, entraîneur de cette équipe installée en Bretagne. Salut Jimmy. Jimmy, première question, quel est l'objectif de votre club à court terme? L'objectif de Nantes et de toute la région, de la région nantaise, il est bien là. C'est effectivement d'avoir une équipe phare qui représente le rugby à 13 de la région, qui donne aussi espoir à toutes les écoles de rugby, parce qu'on a quand même, 6 écoles de rugby en Loire-Atlantique et tout autour de Nantes. Donc on a un potentiel effectivement qui est intéressant. Le travail à la base, il est fait. On a du mal à passer effectivement sur les effectifs plutôt seniors, puisque mes connaissances, comme on disait, mes connaissances du rugby à 13, éloignement, donc investissement très fort sur le temps des joueurs. Mais l'objectif, il est que Nantes soit une grande ville du rugby à 13. Donc pour ça, il va falloir continuer à travailler sur le développement. Et justement, est-ce que le fait d'être éloigné géographiquement est un frein à votre développement? En fait, c'est de réussir à intéresser des joueurs qui restent des joueurs amateurs, puisque finalement, on évolue dans la dernière division du championnat. Et d'intéresser des joueurs à faire au minimum, j'allais dire, 8 heures de route dans la journée pour aller jouer un match, quoi. Donc c'est vrai que c'est un engagement en fait des joueurs qui demande effectivement un investissement personnel très important, quoi. Pouvez-vous nous rappeler quand a été bâti le club et par qui d'ailleurs? Le club, effectivement, il a été créé donc il y a très très longtemps, puisque à Nantes, il y a un bastion trésiste effectivement depuis 1936, qui fait qu'on est le 3e plus vieux club de France. Il a été créé effectivement par plusieurs personnes. Alors, on n'a pas encore tout l'historique exact de cette création, ou en tout cas le pourquoi de cette création. Néanmoins, ça a été repris par l'entreprise BN, donc avec le nom de Bretagne Nantes 13, notamment pour conserver l'identité en fait BN. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu des fusions, il y a eu différentes choses qui fait qu'aujourd'hui,
le club s'intitule du coup Nantes Rugby 13. Un grand merci à Jimmy Leduc, président, joueur, entraîneur. C'est l'homme à tout faire dans cette équipe des Vikings. Jean-Pierre Morata, Nantes 13, on n'en entend pas beaucoup parler, mais force est de constater que ça existe bien. Hein. Il y a un réel travail, une volonté de progresser et un travail de fond qui est à saluer. Nous avons un invité de marque aujourd'hui autour de cette table, Pierre Vergès, consultant rugby à 13, mais aussi historien, on peut dire ça comme ça. Non, raconteur d'histoire. Raconteur d'histoire, de belles histoires. Historien, c'est autre chose. Allez. De belles histoires. Pierre, vous avez écouté attentivement, j'imagine, tous ces propos. Qu'est-ce que vous en pensez de cette éventualité de faire revenir le 13 dans les cités en France? L'histoire, c'est important, c'est intéressant, à condition de la relier au présent. Effectivement, quand on regarde les clubs pionniers, il y avait des grandes villes. Les clubs, en 1934, il y avait Roanne, il y avait Lyon, il y avait Paris, il y avait Bordeaux, on l'a déjà dit. Mais quand on regarde tous ces clubs pionniers, finalement, c'est Jean Gallia qui a fait basculer beaucoup de clubs du rugby à 15 au rugby à 13. Des vraies créations de clubs, il y en a deux. Il y a Roanne, avec le président du Vernois, et il y a le 13 catalan, avec Marcel Laborde. Et encore, le 13 catalan, c'est des gens qui avaient été exclus de la fusion entre les Kings et l'USP à 15, et qui ont créé le 13 catalan. Donc c'était déjà un terreau déjà de rugby. Alors après, pour venir à l'actualité aujourd'hui, créer des clubs, il faudrait peut-être s'appuyer sur ce qui est déjà en réussite, les atouts du rugby à 13, c'est-à-dire l'aspect ludique. On prend très vite du plaisir dans ce sport, et c'est pas Jason qui va me dire le contraire. On a des références au niveau du championnat rugby fauteuil. On a des clubs à Cherbourg, à Nantes. Il y a un maillage du territoire qui est extraordinaire. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Après, il faut du temps, il faut de la stratégie. Une stratégie, elle s'élabore. On s'appuie sur ses forces. Les écoles de rugby, le développement, les handis et les féminines aussi. On allait y venir justement par rapport, vous parliez des jeunes, et retrouver aussi du rugby à 13 dans les écoles, c'est important aussi pour préparer les années futures. Jean-Pierre. Absolument. Il y a un travail à reprendre, parce qu'il y avait un travail qui était effectué auparavant. Il y a un travail à reprendre et il y a un travail qui est fait, je crois qu'Audrey l'évoquait tout à l'heure en ce qui concerne les universitaires. Il y a eu un tournoi universitaire récemment à Lyon, qui a réuni plusieurs équipes, et les joueurs qui n'étaient pas forcément des treizistes dans l'âme et de culture ont pris un réel plaisir à disputer ce tournoi, et je pense que pour certains s'engageront d'une manière beaucoup plus volontariste dans le 13 et peuvent constituer l'ossature d'équipes nouvelles. Jason, la NRL, c'est évidemment un championnat d'une autre dimension par rapport à l'élite française, ça, on en est tous conscients, mais faut-il lui donner une particularité, un petit peu comme font la NRL, c'est des shows à l'américaine. Est-ce qu'on ne ferait pas bien de s'inspirer de ça? Bien sûr, avant de venir au Dragon Catalan, j'ai en tant que professionnel là-bas, je travaillais au quotidien avec l'équipe de développement pour aller à des écoles, faire des formations ou des ateliers de rugby à 13. Alors du coup, c'était autant les joueurs qui participaient que le club, qu'il y avait aussi des gens qui travaillaient à temps plein. Et eux, ils étaient un groupe d'une dizaine de personnes. Alors, il faut savoir que c'est assez conséquent comme budget. Et on faisait des tournées d'école où on faisait des tournois et des ateliers, comme je viens de dire. Mais ça venait du club. Alors, si on prend inspiration de ça avec le rugby à 13, où on commence à s'installer, on forme des personnes qui sont compétentes pour venir à les écoles, pour faire venir des jeunes jouer au rugby à 13, c'est les démarches à faire, qu'on montre les règles, que c'est un sport qui est assez facile à pratiquer, qui est attractif surtout, et qu'on peut montrer aux parents aussi que c'est un sport qui est sérieux, qu'on ne va pas mettre en danger les enfants, que c'est un sport qui s'est bien pratiqué. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser et de se retrouver ensemble. Il y a beaucoup de valeurs aussi qui viennent avec ça, des valeurs de famille, des valeurs de fraternité qu'on partage autour du ballon rond. Bien, un grand merci messieurs pour votre regard avisé sur la situation. Nous allons partir on va repartir en Australie, Jason, vous serez ravis. Nous partons du côté des Roosters. Je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez le petit gars de salon, Enzo Greffier?
Non, pas encore, mais je pense qu'on va bien découvrir. Exactement. Alors, si ce n'est pas le cas, sachez que c'est un joueur d'avenir pour le rugby à 13 en France et il est très courageux de surcroît, car à tout juste 18 ans, eh bien, ce solide gaillard de 1m92 pour 96 kg évolue au centre des Sydney Roosters chez les U19 et il a enchaîné les feuilles de match depuis le début de la saison. Et nous avons donc le plaisir de l'avoir au bout du fil. Salut Enzo. Enzo, comment s'est passée ton intégration chez les Roosters? Bon, l'intégration, c'est très bien fait parce que déjà les 2 mois qu'on avait passé avec Sacha, l'autre Français qui était venu avec moi en juillet, du coup je connaissais déjà un peu tout le monde, même si j'ai découvert des nouveaux joueurs dans l'équipe, tout ça, et même des nouveaux membres du staff. Mais ouais, ils m'ont très bien accueilli et franchement, c'est très bien. C'est parfait, je pense. Là, je suis dans la structure, c'est tout qui. Je sens que j'apprends des choses toutes les semaines, tous les entraînements. C'est à fond, donc ouais, je pense que je suis très bien entouré. On a bien compris que la condition physique était très importante, la préparation aussi, mais il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est tout l'aspect alimentaire, la diététique. Est-ce que c'est ton cas? Oui, donc l'hydratation déjà, je bois beaucoup d'eau, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi. Et la nourriture, c'est dans notre contrat, en fait, vu qu'on est logé, ils prennent les sous du contrat et en fait, c'est une dame qui s'occupe de nous et on va faire les courses avec elle. Et du coup, on doit prendre que des choses bien pour nous. Après, si on veut acheter des choses pas très fit, comme si on veut aller faire un petit fast-food après le match, quoi, ça, c'est pour nous. Les petits à côté, bien sûr. Vous avez perdu avec les Roosters en demi-finale du championnat face aux Bulldogs de Canterbury. Comment as-tu vécu cette défaite? On a tout simplement joué le jeu qu'on savait jouer, tout simplement on avait une très bonne équipe compétitive, même ceux qui jouaient pas le week-end, il y avait toujours des mecs qui étaient prêts à l'entraînement, qui te poussaient à être meilleur à chaque entraînement. Donc, à l'entraînement, il y avait toujours du haut niveau, donc même en opposition. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a élevé notre niveau. Mais après, ouais, en demi, on a échoué. Après, comment dire, ça arrive, quoi, c'est ça. C'est juste on a joué au mauvais match. J'imagine que forcément tu assistes à des rencontres de NRL et plus particulièrement dans ton club, chez les Sydney Roosters. Parle-nous un petit peu de l'atmosphère, de l'ambiance, comment ça se passe? Beaucoup de monde au stade quand même. C'est aux alentours de 40 000 personnes après. Enfin, ça, c'est quand le stade il est plein. Mais la dernière fois, je suis allé voir pendant le jour de Anzac Day, en gros. C'est un jour férié pour eux, pour les militaires et tout ça. Et ouais, le stade il était plein contre Saint-Georges et c'était vraiment incroyable. Les militaires sur le terrain, le stade plein à craquer. Ah ouais, grosse ambiance, c'est vraiment bien. Ah, ça nous fait rêver tout ça avec le coach des Roosters qui n'est autre que Trent Robinson, l'ancien coach des Dragons catalans. Est-ce que tu le croises? Est-ce qu'il te conseille par moment? Des fois, vu qu'il parle français, du coup, ça m'aide beaucoup. Mais oui, souvent, il me fait un peu des retours d'après mes matchs et tout, quoi, parce que des fois, il vient voir les matchs. Donc ouais, on parle assez souvent quand on se croise. C'est plus des conseils sur le terrain et ouais, plus des conseils sur le terrain. Il me dit ce qu'il a vu, ce qui a changé, voilà, ce qu'il a pensé du match. Merci et à très vite, Enzo. Jean-Pierre, c'est chouette de voir des gamins comme ça s'expatrier pour réaliser leurs rêves. C'est chouette, c'est courageux de leur part, c'est porteur d'avenir. Jason, jouer au roster, c'est un rêve absolu. Absolument, c'est excellent de voir l'initiative des joueurs d'avoir envie de partir. Je sais que peut-être à l'époque ça aurait été plus compliqué, mais maintenant avec les moyens c'est plus facile. Et voilà, il est bien entouré, surtout à le Rooster, surtout sous la direction de Trent, qui parle très bien français. Et il a toujours gardé ce lien avec les Catalans et avec Bernard Gouache. Alors c'est très important qu'on peut faire ce lien, qu'on partage des joueurs français et même que des joueurs français peut-être qui peuvent venir aussi faire l'expérience ici. Je pense que c'est aussi une façon de pouvoir intégrer à moyen terme l'équipe de France avec des joueurs de grande qualité. Oui, comme on l'a dit, c'est des super expériences. Il y a 2 filles aussi qui jouent en Australie. Il y a Elisa Akpa, Perrine Montserrat. On leur souhaite le meilleur, évidemment. Oui, tout le meilleur. Et c'est extraordinaire. Allez, un grand merci à Pierre Vergès, à Jason Bay-Thierry et bien sûr à Jean-Pierre Morata qui reste avec nous.
On revient avec les compétitions françaises et dans cette fin de saison, on ne peut évidemment ne pas passer sous silence la belle victoire de Villefranche-de-Rouergue en finale d'élite 2 face à Villegayenque Aragon 37-14. Et de fait, bien sûr, vous le savez, les loups de David Collado seront l'année prochaine en élite 1. Jean-Pierre Morata, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Première marche vers le championnat à 12 que nous souhaitons mettre en place pour la saison suivante. Première marche solide parce que nous y sommes rendus avec Dominique Balou. Nous avons rencontré le staff de David Collado qui a mis en place un projet sportif très intéressant. Et ce qui est à noter, c'est le soutien véritablement solide des collectivités locales, tant au niveau de la mairie que du département et de la région. Et ça laisse augurer, je crois, d'une présence pérenne de Villefranche en élite 1 pour de nombreuses années. De nombreuses années. N'oublions surtout pas qu'ils ont été invaincus toute la saison, donc ce titre de champion de France très beau parcours. Est tout à fait légitime. Très beau parcours. À vos côtés, Jean-Pierre, nous avons deux véritables légendes du championnat de national, des acteurs de Salse 13, le président Mélie Fréa. Bonjour. Et le capitaine et pilier Jordi Mestre. Bonjour messieurs. Et bonjour. Et bien pour vous, malheureusement, la saison s'est arrêtée hier. Vous avez perdu en demi-finale contre Real Mont 19-10. On vous imagine un petit peu frustré? Moi, bien sûr qu'on est extrêmement déçus. On joue une demi-finale de championnat de France pour la gagner. Quand on voit le match contre Real Mont, si nous n'avions pas eu ces défaillances individuelles et cette défaillance collective que l'on a eue, je pense qu'on pouvait passer en finale. Alors après la finale qu'on a joué contre Pamiers en Coupe de France, on voulait faire cette finale du championnat de France. C'était très important pour nous. Alors on a été extrêmement déçus, quoi. Jordi Mestre, c'était compliqué hier, c'était prenable, soi-disant, réellement, mais qu'est-ce qui a manqué réellement pour franchir ce cap? Voilà, le plus rageant, c'est que c'était réellement prenable. On aurait largement pu passer. Puis on fait ce qu'on fait depuis le début de l'année. On se sabote nous-mêmes. Voilà, on retombe dans nos travers, on fait des fautes, on parle à l'arbitre. Et du coup, on donne le bâton pour se faire battre, comme on dit, et réellement on a profité. Voilà, le bilan de fin de saison est quand même honorable, avec une finale de Coupe de France face à Pamiers-Vernajoul, une demi-finale de championnat. C'est pas toutes les équipes qui arrivent à ce niveau-là. Le bilan est positif. Voilà, quand on regarde, il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà en vacances, qui ont déjà arrêté. Nous, on est là, on se bat encore. Donc voilà, on aurait pu faire une deuxième finale. Pourquoi pas essayer de gagner, mais malheureusement, on est sorti un peu plus tôt que prévu. Mais ça reste quand même une bonne année malgré tout. Voilà. Mehdi, qu'est-ce qui va changer, vous, en tant que président? Vous avez déjà quelques éléments. L'année prochaine, on sait, première des choses, que l'enfant du pays, Morgan Escarré, de Salse 13, vient jouer chez vous l'an prochain, c'est ça? Je ne sais pas s'il vient jouer, on l'a vu juste avant, ça serait un plaisir qu'il vienne jouer chez nous, mais je pense que ce n'est pas pour eux de suite. C'est en négociation, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le séduire? Lui parler un petit peu de ses racines, c'est ça? Non, le séduire, vous savez, il joue à Carcassonne, pour l'instant on n'a pas du tout le même niveau, et je pense que par la suite, peut-être dans 3-4 ans, peut-être qu'il viendra chez nous. Peut-être faire une année, peut-être. En fin de carrière. En fin de carrière, oui. La finale, donc, c'est, vous le savez, Pamiers-Vernajoul contre cette équipe de Real Mont, les Tarnais. Ouais. Pour vous, qui est favori sur ce match? Non, mais vous savez, Pamiers, c'est l'ogre de la poule, ils ont tout gagné cette année, et on les a joués 3 fois, nous, ils nous ont battus 3 fois. Mais je vais vous dire, si on les avait battus ici à domicile, le dernier match à domicile le 21 avril, on aurait reçu Real Mont en demi-finale de championnat de France, ça n'aurait pas été la même histoire que d'aller à Real Mont. Bon, voilà. C'est comme ça, Pamiers, je pense qu'ils sont favoris, mais bon, sur un match, réellement, ils peuvent faire quelque chose. En tout cas, je suis content que mes amis de Real Mont soient aussi en finale, et j'espère qu'ils vont faire un bon match, quoi. Alors, tout comme les loups de Villefranche et de Rouergue en élite 2, les loups de Pamiers-Real Mont sont aussi invaincus durant toute la saison. Dans l'absolu, on peut se dire que pas grand-chose pourrait leur arriver, à moins que Real Mont sorte un match derrière les fagots, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils sont largement favoris. Voilà, c'est sûrement l'année des loups, hein, d'après ce que je semble comprendre, ouais, c'est l'année des loups. Ils sont largement favoris. Après, voilà, une finale, ça reste quand même du 50-50, même si voilà, ils ont tout pour accéder à l'étage supérieur. Voilà. Jean-Pierre Morata, revoir une équipe ariégeoise revenir en élite 2, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que c'est comme vous dites, c'est un retour. Pamiers a connu des moments de résistance assez forts avec le Galliard de Pamiers, et ce serait véritablement une bonne opportunité pour le développement que Pamiers revienne à l'élite 2.
Bien, un grand merci à tout le monde, un grand merci à Jordi Mess qui termine sa carrière, elle est déjà terminée depuis hier, c'est ça? Depuis hier, jeune retraité, voilà. À 38 ans. 38 ans, ouais, j'arrête. Les courbatures, ça va, vous tenez le choc encore? Elles sont là, elles restent là et elles m'handicapent toute la semaine. Donc il est temps d'arrêter avant de se faire. Quand le corps dit stop. Exactement. Mais il reste au club quand même, il va devenir dirigeant quand même. Voilà, transmission, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien. Merci Mehdi Fréa, merci Jordi Mestre et bonne saison. Ça va aller assez vite finalement. Ouais. Pour Salse 13 pour 2024-2025. Merci beaucoup. Merci. Voilà, la troisième émission de 13 Mag prend fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un large focus, vous vous en doutez, sur le double crunch France-Angleterre pour les filles et les garçons, ces matchs qui auront lieu à Ernest Vallon. D'ici là, portez-vous bien, résistez-vous bien. Salut à tous.